C'était une nuit fatale, le 20 décembre 1968, à 21h45, à Vallejo, en Californie, où un crime brutal allait secouer la nation dans ses fondements. Paul Steen, un conducteur de taxi âgé de 29 ans, était garé au coin des rues Spruce et Nevin, attendant son prochain client. Soudain, un homme émergea des ombres, pointant une arme sur la tête de Steen et appuyant sur la détente. Le son de la détonation résonna dans le quartier calme, envoyant des ondes de choc dans la communauté. La nuit serait gravée à jamais dans les souvenirs de ceux qui assistèrent à l'événement horrifique. La scène qui s'écoula était rien de moins que le chaos. Le sang éclaboussa l'intérieur de la voiture de taxi, avec le corps inerte de Steen affalé sur le siège passager. Un projectile de 9 mm vide gisait sur le sol, un rappel tangible de la violence qui venait de se produire. Les rues étaient éclairées d'une manière sombre, avec seulement quelques lampadaires clignotants projetant une lueur étrange sur la scène. L'air était épais d'une sensation de désespoir inquiétante, comme si le tissu même de la communauté avait été déchiré. Le coupable était un maître de la discrétion, disparaissant dans la nuit sans laisser derrière lui la moindre piste. Il était décrit comme un homme blanc, d'environ 1m75, avec un corps moyen, portant un bonnet noir et un masque noir pour cacher son identité. Personne ne pouvait prédire l'impact dévastateur de ses actes sur la ville de San Francisco. Le tueur de la Lune, comme il serait plus tard connu, avait frappé à nouveau, laissant derrière lui une traînée de terreur. Son existence semblait être une plaisanterie cruelle, jouant sur les peurs du public et moquant les efforts des autorités pour le capturer. Les témoins ont rapporté avoir entendu une détonation unique retentir, suivie du son de pneus criards lorsque le coupable a fui la scène. Ils ont décrit une figure, vêtue de vêtements sombres, qui traversait la rue et disparaissait dans la nuit. Certains prétendaient avoir vu une berline noire s'éloigner de la scène, tandis que d'autres ont rapporté avoir entendu un homme hurler et rire follement. Le chaos était palpable, comme si le tissu même de la réalité avait été déchiré. En plein milieu de ce chaos, une chose était claire, le tueur de la Lune avait laissé sa marque, et la ville de San Francisco ne serait jamais la même. Avant de poursuivre, cliquez sur la touche s'abonner et activez la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Votre soutien signifie le monde pour nous, et nous sommes reconnaissants pour chacun de vous. Nous avons un épisode chargé pour vous aujourd'hui, donc asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à plonger dans le monde tourmenté du tueur de la Lune. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire. Une histoire de meurtre, de chaos et de mystère qui captiverait la nation pendant des décennies à venir. Dans les années 1960, la Californie du Nord était éprouvée par une série de meurtres bizarres et atroces, sans lien apparent entre eux. Les victimes venaient de tous les milieux, sans lien discernable entre elles, à l'exception d'une lettre critique envoyée par le tueur au San Francisco Chronicle. Cette lettre allait everything, marquant le début d'une partie de cache-cache entre le tueur de la Lune et les autorités. En plongeant dans l'histoire de ce tueur de la Lune célèbre, nous allons découvrir les événements qui ont conduit au meurtre tragique de Paul Steen et à la suite de terreur qui a suivi. Je suis votre narrateur, et bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons dans les coins les plus sombres de l'histoire des crimes réels. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des cas les plus infâmes de l'histoire américaine, le tueur du Zodiac. La personne centrale de ce cas était connue sous le nom d'Arthur Lee Allen, ou Lee Allen pour le dire court, un homme de 39 ans de Vallejo, en Californie, où la première meurtre a eu lieu. Lee était un ancien clerc naval et avait une famille, une épouse et un fils de 10 ans, vivant une vie semblable à celle d'un ordinaire. À l'époque, il travaillait comme gardien d'école dans une école primaire locale. La vie quotidienne de Lee était un masque de normalité. Il était décrit par ceux qui le connaissaient comme un homme calme et réservé avec une personnalité agréable. Il était un habitué du parc local où il marchait souvent avec sa famille, et ses voisins ont rapporté qu'il était toujours aimable et serviable. Lee était également un amateur de photographie, un hobby qui allait plus tard susciter des soupçons sur son implication dans les meurtres. Son épouse et son fils l'adoraient, et ceux qui le connaissaient pensaient qu'il était un père dévoué. Alors, qu'est-ce qui rendait Lee si sympathique et relatable ? Eh bien, pour commencer, il était un père dévoué, et sa famille semblait être sa priorité absolue. Il était également un peu un solitaire, ce qui aurait pu contribuer à sa nature relatable. Beaucoup d'entre nous peuvent nous identifier à se sentir comme un étranger, et le comportement réservé de Lee le rendait facile à sympathiser. Cependant, en dessous de la surface, les actions de Lee révéleraient une facette plus sombre de sa personnalité.
Sa famille et ses voisins n'avaient aucune idée de ce qui se cachait en dessous. Quant à ses relations, Lee faisait confiance à sa famille et à quelques amis proches. Il était membre du Lodge Elks local et était connu pour avoir une amitié étroite avec un autre membre du Lodge. Cet ami allait plus tard devenir un témoin crucial dans l'affaire contre Lee. Cependant, malgré sa vie semblable à celle d'un ordinaire, les relations de Lee allaient bientôt devenir compliquées, et ses actions allaient commencer à susciter des soupçons sérieux sur son implication dans les meurtres du Zodiac Killer. Les mois précédant l'incident allaient être marqués par des changements et des tensions. La soirée du 20 décembre 1968 restera gravée à jamais dans les esprits des habitants de Vallejo, en Californie. Le soleil avait disparu derrière les collines ondulantes, projetant une lumière dorée sur les rues résidentielles calmes. Une fine couche de brouillard s'était déposée, enveloppant le quartier dans une brume froide. La température était tombée à 45 degrés, un choc pour les résidents de Blue Rock Spring Appartement qui s'apprêtaient à se coucher. Mais ils ignoraient ce qui les attendait. En plongeant dans la séquence d'événements menant à la crime, nous découvrons que David Faraday et Betty Lou Jensen, tous deux âgés de 16 ans, avaient prévu d'aller à une fête scolaire à Vallejo High School. Ils avaient décidé de prendre un raccourci par le parc Blue Rock Spring pour éviter les foules d'étudiants et de couples. C'était une course routinière, une que le couple avait effectuée de nombreuses fois avant. Mais cette soirée fatidique, leur vie allait prendre un tournant catastrophique. Lorsqu'ils arrivèrent au parc, ils ignoraient la terreur qui les attendait. Étape par étape, les événements de cette nuit fatidique se déroulent comme un récit tordu et sinistre. Vers 20h30, David Faraday s'est garé dans le parc Blue Rock Spring dans sa Studebaker verte de 1962. Betty Lou Jensen est sortie pour s'étirer, et David a suivi. Alors qu'ils se tenaient près de la voiture, ils ont entendu un coup de feu retentir, et Betty Lou a crié. David a essayé de la protéger, mais elle a été gravement blessée. Paniqué, David a couru chercher de l'aide, la laissant à son sort. Elle est morte peu de temps après de ses blessures. Mais ce n'est pas la brutalité du crime qui vous surprendra le plus, c'est ce qui s'est passé ensuite. David Faraday, dans un dernier espoir de sauver sa petite amie, est rentré dans sa voiture et a accéléré avec le corps de Betty Lou. Le tueur, toujours sur les lieux, a profité de l'occasion pour frapper à nouveau. Une deuxième victime, Michael Majo, qui se trouvait dans sa voiture voisine, a été touché à la poitrine. Il survivra, mais l'expérience traumatisante restera avec lui pour le reste de sa vie. En vous montrant une photo de l'après-coup du crime, vous verrez toute l'étendue de la horreur qui s'est déroulée cette nuit-là. Réfléchissez-y un moment, qu'est-ce qui s'est réellement passé ici? Le tueur du Zodiac opérait-il déjà sous son nom, ou était-ce juste le début de son jeu sinistre de chat et de souris avec les autorités? La vérité, c'est que nous ne le saurons peut-être jamais, mais une chose est certaine, le tueur du Zodiac avait laissé sa marque sur Vallejo, et ce serait une marque qui ne serait pas oubliée pendant des décennies à venir. Alors que la vérité sur le crime de Blue Rock Spring commence à se dévoiler, nous découvrons que ce n'est pas seulement la brutalité de l'attaque qui est choquante, mais la mesure incroyable de la ruse du tueur. Il a réussi à échapper à la capture, laissant derrière lui un message critique, un signe glacial de la terreur qui allait gagner Vallejo dans les années à venir. Mais, comme nous allons explorer, il y a un jeu plus large et plus sombre en jeu ici. Et c'est ainsi que notre enquête sur le tueur du Zodiac commence. Avec une série de indices critiques et de meurtres sanglants, nous plongerons dans l'esprit d'un des tueurs en série les plus notoires d'Amérique. Des lettres critiques aux attaques brutales, nous démontrerons le réseau tordu du jeu de tromperie du tueur du Zodiac. Mais, une chose est certaine, la vérité est bien plus sinistre que l'on ne pouvait l'imaginer. Alors que les meurtres du Zodiac continuaient à accabler la Californie du Nord, la police était initialement submergée par le nombre énorme de pistes qui arrivaient. Elles ont répondu à chaque indice, mais aucun ne semblait aboutir. À l'époque, la communication entre les agences de police était limitée, ce qui rendait difficile le partage d'informations et la coordination des efforts. Ce n'est qu'avec la création de l'équipe d'enquête de la Californie du Nord en 1969 que la police a pu centraliser sa réponse à l'affaire. Cette mesure a marqué un tournant dans l'enquête, mais il faudrait encore de nombreuses années avant que des progrès significatifs ne soient réalisés. C'était en 1969 qu'un élément clé de preuve a tout changé. Un homme nommé Richard Gekowski, un journaliste qui avait été précédemment clairé comme suspect, est venu en avant avec des informations sur une lettre critique qu'il avait reçue du tueur du Zodiac. La lettre, qui était postée à Sacramento et portait une signature floue,
serait plus tard confirmée comme l'une des lettres manuscrites du tueur du Zodiaque. Le message de la lettre était à la fois taquin et terrifiant, et il laissait entendre que des meurtres supplémentaires allaient avoir lieu. L'authenticité de la lettre a été confirmée plus tard par l'analyse graphique, ce qui en a fait un tournant dans l'affaire. Au fil des ans, plusieurs individus sont apparus comme suspects dans l'affaire du tueur du Zodiaque. L'un des suspects les plus populaires était Arthur Lee Allen, un pédophile condamné qui avait été interrogé par la police en 1971. Le comportement d'Allen pendant l'interrogatoire semblait suspect, et il a été plus tard clairé comme suspect seulement après une enquête longue et minutieuse. D'autres suspects comprenaient Ross Sullivan, un homme qui avait été interrogé par la police en 1964 et semblait avoir une fascination inhabituelle avec la violence. Un autre suspect était Richard Speck, le tueur en série qui a terrorisé Chicago en 1966, bien que cette piste ait été finalement démentie. Malgré ces suspects, personne n'a jamais été officiellement inculpé dans le cadre de l'affaire du tueur du Zodiaque. L'un des red herrings les plus infâmes dans l'affaire du tueur du Zodiaque était l'enquête sur le meurtre de Kathleen John, une mère dont l'enfant a été tué dans un accident de voiture en 1970. Un informateur de la police est venu en avant en prétendant que le tueur du Zodiaque avait été impliqué dans le crime, mais cette piste s'est avérée sans fondement. Les allégations de l'informateur ont gaspillé des mois de temps et de ressources d'enquête, seulement pour être révélées comme une fabrication. L'affaire du tueur du Zodiaque a été entourée de rumeurs et de spéculations dès le début, et ceci n'est qu'un exemple de la facilité avec laquelle des informations fausses peuvent prendre pied. Au fil des ans, de nombreuses autres pistes comme celle-ci seraient poursuivies, avec des résultats désastreux. Les enquêteurs ont passé des décennies à étudier les dossiers de cas froids, et une chose a finalement pris le devant de la scène dans l'affaire du tueur du Zodiaque que personne n'avait prédit. Arthur Lee Allen, un violeur d'enfants condamné, a été investigué et a même confessé être le tueur, mais l'ADN ne correspondait pas. L'affaire a pris un tournant stupéfiant lorsque de nouvelles preuves ADN ont été découvertes en 2021 qui correspondaient en réalité à un homme nommé Arthur Ferrand, mais pas directement lié à un meurtre, bien qu'il soit encore un parent possible du suspect d'origine. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce nouveau suspect était un ami d'Arthur Lee Allen et avait accès à sa propriété. La correspondance ADN a été faite à partir d'un morceau de tissu déchiré laissé sur l'un des lieux du crime. La connexion d'Arthur Ferrand à l'affaire est toujours une théorie en développement et plus de recherches sont nécessaires pour confirmer ces découvertes. Les preuves ADN de la maison d'Arthur Lee Allen ont été testées à nouveau en 2021 et les résultats correspondaient à un morceau de tissu trouvé sur l'un des lieux du crime. Cette nouvelle découverte a donné aux enquêteurs un nouveau filon et un suspect potentiel à interroger. La question est de savoir si Arthur Ferrand était juste un copieur ou s'il a vraiment eu une main dans les meurtres. Même si la police affirme que Arthur Ferrand est toujours un fort suspect, ils ne peuvent pas dire pour sûr s'il est le vrai tueur du Zodiaque. Depuis des années, l'affaire reste insoluble et l'identité du tueur du Zodiaque n'a toujours pas été confirmée. L'enquête policière a été rouverte plusieurs fois mais aucune preuve concrète n'a été trouvée pour mettre un suspect derrière les barreaux. En 1978, un suspect nommé Richard Gekowski a été investigué, mais l'affaire a été clôturée sans que des charges ne soient déposées. Richard Gekowski était un journaliste et avait travaillé avec le journaliste de police du San Francisco Chronicle, Paul Avery, qui enquêtait sur l'affaire du tueur du Zodiaque. Depuis des années, l'identité du tueur du Zodiaque reste un mystère qui a hanté la nation. Quant aux personnes impliquées dans l'enquête, de nombreux ont disparu, y compris le chef de police qui a traité l'affaire en premier. Robert Graysmith, l'auteur qui a écrit un livre sur l'affaire, est décédé en 2020. Robert Graysmith est souvent crédité d'avoir aidé à garder l'affaire en vie grâce à son écriture et a inspiré de nombreux autres à continuer à enquêter sur le tueur du Zodiaque. L'affaire a également inspiré des films et des séries télévisées, ce qui a scellé son empreinte dans la culture pop américaine. En fin de compte, l'affaire du tueur du Zodiaque restera à jamais l'une des affaires les plus infâmes et les plus insolubles de tueurs en série de l'histoire américaine.